Au départ, on a fait des concours, ça s'appelait les JMF, Jeunes Musiciens de France. Je devais avoir 17 ans et on a fait les finales au Cirque d'hiver de Paris. Là, je savais que je voulais faire de la scène. C'était vraiment un des déclencheurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission dans laquelle on va parler de mieux se connaître, mieux communiquer, je dirais les inconnus là, mieux se comprendre avec les autres. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui une fois de plus pour cette émission où nous allons parler de communication. Nous allons parler de mieux se connaître, mieux connaître les autres pour justement mieux échanger, mieux communiquer avec eux. Et ceci, nous le faisons au travers d'un invité. Et aujourd'hui, notre invité, il s'agit d'Arnold Paul. Alors, il devrait arriver d'ici peu normalement. Je vais me lever, voir s'il est là. Ah, ça y est, le voilà. Bonjour Arnold. Salut Vincent. Enchanté, content de te rencontrer, content de te voir. Enchanté, merci de m'accueillir. Eh bien, sois le bienvenu. Merci. Alors Arnold, moi j'aime bien poser comme première question, dans quel état es-tu là maintenant? Je pourrais te demander salut, ça va? Le risque c'est que j'ai ouais ça va. Non, moi je voudrais savoir comment tu te sens là maintenant. Je me sens très très bien, je suis ravi d'être ici pour une première. Il fait beau, le lieu est chouette. T'as l'air plutôt sympa, je suis ravi d'être ici. T'as raison, on se connaît pas encore bien. On se connaît pas encore bien. Tu sais pas bien si je suis vraiment sympa. Ok, ça roule. Moi, la deuxième question que j'aime poser, c'est qui es-tu? Je vais un petit peu te challenger, parce que évidemment, on pourrait répondre des heures et des heures à qui on est. Tu as 2 minutes pour lui dire qui tu es. Tu dis quoi aujourd'hui? Je me catégorisais comme passionné. Je pense que je suis un vrai passionné de la musique. J'ai la chance d'avoir réalisé ma passion et de la transformer en un métier. Donc ça, c'est pour moi, c'est la plus belle des choses. Je suis un musicien professionnel. J'ai la chance d'avoir côtoyé, d'avoir vécu des belles expériences toute ma vie qui m'ont permis d'arriver là, à l'heure actuelle, réaliser ce rêve qui est d'être saxophoniste, pour le coup, avec des grands mots internationaux. Je fais le tour de la planète grâce à une connaissance que j'ai fait, Klingande, avec qui j'interprète le titre Jubel, donc depuis maintenant presque 10 ans, sur toutes les plus belles scènes de la planète. Je suis aussi professeur de saxophone. Je pense pas avoir fait de la musique au départ pour être professeur de saxophone, mais finalement j'adore ça. Et j'ai la chance d'avoir un super équilibre de travail. Pour aller plus loin, j'ai un super équilibre familial. Voilà comment je peux me présenter, je pense en 2 minutes. Écoute, voilà, c'est une belle présentation, ouais, je trouve ça très complet. Le premier mot en tout cas qui m'a interpellé, c'est le mot passionné. Et en plus, j'en ai fait mon métier, je trouve ça génial. La passion est devenue un métier. La passion est devenue un métier. Il y a des choses parfaites pour ça, des choses moins parfaites, parce que le fait de vivre de sa passion, c'est-à-dire qu'on ne sort jamais finalement de son métier. Est-ce que tu as l'impression de bien te connaître? Si oui, à quel pourcentage t'estimes que tu te connais bien? Je pense que je suis quand même toujours en recherche de savoir ce qui pourrait être fait différemment, dans la manière de peut-être d'amener les choses, peut-être de réfléchir. Sur le pourcentage, je vais pas dire un grand pourcentage, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. 60% peut-être. 60%. Ouais, je pense qu'il me reste 40% encore à apprendre pour faire mieux ou plus loin les choses ou plus approfondir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que j'ai pris un petit peu d'âge. Je pense que je suis à 60% de la réalité de ma vie. Donc on doit être. Quel âge as-tu? J'ai 47 ans. 47 ans, ouais. Ça fait 30 ans que je suis dans ma passion et de mon métier. Donc j'ai fait un tout petit peu plus j'espère, de la moitié de mon temps. Donc voilà pourquoi j'ai peut-être dit 60%. Je suis toujours en progression, je suis toujours en recherche. Donc j'espère encore avoir de la marge pour, en fait. Et je suis curieux, donc je continuerai à chercher. Ouais. Comme tu te sais quelqu'un de curieux. Je me sais quelqu'un curieux. Avec cette envie constamment de dire qu'est-ce que je peux encore découvrir d'autres, et notamment sur moi, c'est ça? C'est ça. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. L'idée, c'est qu'on voit quelques moments de ta vie et comme tu l'as compris par rapport à cette thématique d'émission, c'est des moments qui à un moment donné ont été marquants d'une certaine façon pour mieux te connaître, mieux te comprendre, savoir ce que tu voulais dans la vie, et on va forcément retomber sur ta passion. Premier moment marquant de ta vie, tu dirais quoi? Ça a été tout simplement la télévision, en fait, le retour visuel, où je pense avoir vu un saxophoniste. Alors je pourrais plus dire ni le nom ni la date, mais je pense que ça m'a marqué. Et je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est impressionnant de se retrouver sur une scène et de pouvoir faire ces choses-là pour le coup avec un saxophone. C'est-à-dire que tu as vu une émission peut-être de variété, voilà, typiquement, c'est ça, et à un moment donné, un musicien qui joue du saxo. Ouais. Et là, toi, avec ton œil d'enfant, t'as une idée d'âge quand même ou... Non, j'ai pas d'idée d'âge, mais j'étais jeune, j'étais très jeune. Ouais, c'était flou. Mais ce qui te marque, alors c'est le côté, il a l'air d'être sur scène,
Et il y a des gens en face de lui. Qu'est-ce qui te touche finalement? Est-ce que c'est d'ailleurs l'instrument déjà? Je pense que je pense que le tout m'a touché en fait, que ce soit la scène, les lumières, le son de l'instrument et le fait de pouvoir avoir une telle présence sur scène et de pouvoir justement échanger aussi peut-être. Bon, après à cet âge-là, je pense pas que je l'analyse maintenant avec l'âge avançant, mais je pense que c'est tout ça qui m'a marqué en fait. Si on avance un peu dans le temps, et d'ailleurs on avancerait vers quoi? Je pense que cette chose-là a évolué aussi dans le sens où je me suis dit j'aimerais en faire ma vie, donc à partir de là je me suis renseigné sur tout ce qu'il y avait à faire. J'ai suivi tout ce qu'il y avait en études, donc des vraies études, parce que dans la musique en France il existe des vraies études. J'ai fait mon cursus musical. Après en France on rentre dans ce qu'on appelle tout ce qui est conservatoire, musique entre guillemets classique. J'ai fait toutes mes études de classique, je savais même pas que le saxophone classique existait. J'y ai pris pour le coup beaucoup de plaisir. Par contre, en aucun cas on apprenait à jouer cette musique que j'avais entendue. C'est marrant. Ah non, en France pour le coup non, et surtout à cette période-là ça n'existait pas. C'est comme un sport-études. Le matin on va à l'école, on passe un concours, le matin on va à l'école, l'après-midi on va au conservatoire. Okay. Par contre, ou tout au moins dans les temps où moi je l'apprenais, c'était essentiellement tout ce qui était musique classique. Donc, peu de gens connaissent ce qu'est vraiment le saxophone classique. J'ai appris la performance, c'est-à-dire à aller loin, à passer beaucoup d'heures de travail. Tu dis j'ai appris la performance. Ça veut dire que, parce qu'à cet âge-là, c'est pas forcément évident de se dire oh là là, faut bosser. Sous-entendu, faut se préparer, tout ça. On nous explique très tôt, si tu veux réussir à aller très loin, c'est du travail. Ça demande beaucoup de travail. Comme les sports-études, comme tout ce qui est un petit peu les choses un petit peu en dehors d'un circuit un peu normal. Je dirais à cet âge-là, je savais pas que j'étais un travailleur. À l'âge de 18-19 ans, je savais pertinemment que j'étais un très très gros travailleur. Mais au conservatoire, j'ai pas appris l'esprit d'équipe. D'accord, ok. Par contre, j'ai appris le vrai esprit de travail pour arriver à un point sur un temps donné. Cette période-là m'a permis en plus toute ma vie de me dire ok, t'as 6 semaines ou 7 semaines pour monter quelque chose. À l'heure actuelle, j'arrive à monter des choses. Les notions d'échéance, ça tout de suite, t'es rentré là-dedans. Voilà. Les parents tout de suite ils disent ouais, c'est sûr, c'est fait pour lui, on le connaît, ou t'as dû les convaincre, comment ça se passe? J'ai dû les convaincre, mais pas très très difficilement. J'ai un vrai cadre familial, que ce soit chez moi ou avec mes parents. Ma mère a pris son téléphone, dans le temps, un téléphone à fil avec les touches, peut-être même avec le rouleau. Hello. Et ma mère avait peur que je termine, je me souviens de la phrase, c'était un peu sous les ponts. La personne au télé 2 lui ont dit écoutez, si votre fils travaille, il s'en sortira en fait. Mais intéressant, je rebondis Arnold. Ma mère me disait... Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Et avait peur, pardon, que je termine sous les ponts, ce qu'on appelle aussi les croyances, et notamment ce qu'on peut appeler les croyances limitantes. Parce qu'effectivement, si jamais j'ai dans la tête, et si tu avais gardé dans la tête, attention, je vais terminer sous les ponts, jamais il en serait là où il est aujourd'hui, très clairement. Et il a bousculé cette croyance, et peut-être ta mère aussi d'ailleurs, en disant, ok, si on bosse, donc autre croyance, si on travaille, c'est sûr qu'on peut en faire quelque chose et qu'on peut en faire peut-être un métier. C'est ça que j'entends. Exactement. Et là, donc j'ai été au bout de mon cursus classique. J'ai eu ce qu'on appelle une médaille d'or de conservatoire. C'est une glorification à l'examen. Okay. Et on devait être autour de la fête de la musique. Et je m'allais voir des amis qui étaient en train de jouer en fait dans un bar. Il y en a un qui me dit écoute, prends ton saxophone, viens jouer avec nous. Et là, je me suis retrouvé à lui dire non, je peux pas. Ma formation de départ de classique ne me permettait pas d'aller jouer avec eux à cette période-là. Et à un moment donné, il m'a dit non, je peux pas. Et c'est une phrase qui m'a marqué parce qu'il m'a dit mais à quoi ça te sert alors d'avoir une médaille d'or? Oui, mais non. Et finalement, cette phrase m'a marqué parce que je me suis dit, mais en fait, toutes ces années que tu as passées au conservatoire, tu as beaucoup aimé, mais n'oublie pas ton point de départ qui était de jouer comme ce que j'avais vu. Et donc, à partir de là, ça m'a fait évoluer aussi vers d'autres musiques. En gros, tu es en train de dire qu'une simple phrase de quelqu'un vient à un moment donné te faire presque un électrochoc. Ouais, bien sûr. Hein. Te renvoyer en miroir. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tiens, je vais aller me former ailleurs. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Mais en parallèle, parce qu'il y a toujours ce fameux, mais comment il fait pour, est-ce qu'il fait des vraies études? Est-ce qu'il gagne sa vie? Dans le temps où je faisais de la musique, c'est qu'on commence vite à enseigner. Au départ, on enseigne pour gagner un petit peu d'argent. Concrètement, c'est alimentaire. Au départ, c'est vraiment de l'alimentaire. Okay. Je peux pas dire que je pouvais me passionner par l'enseignement, mais c'est alimentaire. Ça me permettait d'avoir un petit peu de sous et de pouvoir payer aussi différentes études. Ensuite, j'ai changé mes études. Je suis parti à Paris. À Paris, j'ai passé des diplômes pour être aussi professeur de saxophone, ce qui existe des vrais diplômes où on est formé à. Et après, j'ai fait aussi des études de jazz à côté. Alors attends, dans ce que tu dis aussi intéressant, il y a un vrai principe de réalité. C'est ok, je suis un artiste. Bah, tu te sentais artiste, j'imagine quand même. Je suis un musicien. Oui, mais concrètement, j'ai envie tout de suite de gagner de l'argent. C'était aussi dans les us et coutumes du musicien, de celui qui apprend au départ. On arrive à avoir quelques heures. Et je pense que j'étais aussi dans ce domaine-là, en fait. Avoir un petit peu d'argent pour faire des choses, pouvoir m'acheter du matériel, parce qu'on est aussi dans l'achat de matériel.
dans l'achat de tout ce qui est logistique autour qui coûte cher. Et voilà, essayer de se débrouiller un petit peu seul aussi au départ. Là, donc voilà, tu as 19, 20 ans. Tu choisis de te former donc, à différentes écoles. Comment tu fonctionnes, toi? C'est au feeling, tu te renseignes, tu écoutes les recommandations, tu fais quoi? Ouais, je me renseigne un petit peu sur les écoles. Après, on entend beaucoup de choses aussi entre musiciens, on se parle beaucoup. C'est un petit réseau, donc les réseaux vont vite. Après, à côté de ça, ce qui m'a aussi beaucoup déclenché, c'est que j'ai connu la scène tôt, parce que j'ai monté un groupe très très tôt. Je devais être au lycée. J'ai lancé l'idée de monter un groupe, ce qu'on appelait un groupe vocal au départ. Donc c'était même pas saxophone, parce que je n'étais pas capable de jouer sur scène avec mon saxophone, oui, parce que j'étais en apprentissage. Ouais. Mais j'avais pas une belle voix, mais j'avais une voix qui me permettait de monter. On a monté un quatuor vocal. Au départ, on a fait des concours, ça s'appelait JMF, Jeune Musicien de France. Je devais avoir 17 ans et on a fait les finales au Cirque d'hiver de Paris. Là, je savais que je voulais faire de la scène. Ça a été vraiment un des déclencheurs. Ça fait quoi? C'était comment là, l'émotion? C'est concrètement le fait d'arriver sur scène, le fait de se retrouver à trois, tout le monde a peur, tout le monde a la même peur, tout le monde y va. Et finalement, lorsqu'on est sur place, ça passe en 3 minutes et après on se souvient de tous les moments. Et je me souviendrai toujours du public, les sons et tout ça. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment marquant et j'entends aussi décisif sur ok, mais c'est clair, moi la scène, ça dit qu'il y a forcément quelque chose à faire. J'ai pas forcément de peur. Par moment, je peux avoir plus d'appréhension à parler s'il y a 4 personnes ou je vais avoir plus d'appréhension que de jouer devant une foule complète. J'ai aucun souci avec ça. En fait. Génial. Après, je le fais peut-être pas bien, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je suis bien. Quel est le moteur qui te fait dire bon, moi, j'ai envie d'avoir un groupe? Tiens, je sais faire quoi? Je sais chanter aussi. Qu'est-ce qui te pousse à ça? Je vois toujours la finalité de ce qu'on peut faire. D'accord. Et ensuite, je me lance. Beaucoup de personnes pourraient dire que je suis très très organisé dans tout ce que je fais, mais finalement, c'est toujours la même organisation. Et au départ, je suis pas organisé du tout. Je sais où je veux aller et tout s'organise un peu seul à la fin. Tu acceptes de pas savoir quel va être le chemin, mais tu fais quand même les premiers pas. Ouais. Et moi, je trouve ça hyper intéressant et d'une certaine façon courageux. Et ça montre aussi une certaine confiance, je sais pas, en la vie, Ouais, je pense. Et puis après, je sais que finalement, à un moment donné, je sais que je vais avoir besoin de tout bien mettre sur papier pour y arriver. Je mettrai tout sur papier. Il faut ça. En temps et en heure. En temps et en heure, ouais. C'est toi qui, à un moment donné, prends les choses en main. Ça veut dire quoi? Tu sens un côté leader de ta part très vite ou tu n'en as pas conscience à ce moment-là? Je le fais naturellement en fait, parce que souvent c'est moi qui propose le projet. Donc à partir du moment où c'est moi qui propose le projet, je me dis que de toute façon c'est moi qui dois amener peut-être toutes les choses pour que le projet arrive à terme. Comment tu fais pour embarquer les autres? Comment tu fais pour les convaincre de dire les gars venez avec moi, machin, c'est quoi ton... C'est moins compliqué à l'heure actuelle. T'as un CV avec toi? C'est pas que j'ai un CV, c'est que j'ai fait des choses qui me permettent aussi de pouvoir faire. Mais au début, je pense que j'ai juste expliqué, puis j'ai montré l'envie que j'avais. Et souvent, je dis essayons. Je dirais rarement on va y arriver. J'ai dit voyons et on verra bien. Et ton enthousiasme plus cette espèce de confiance en disant essayons et voyons ce que ça donne, ça suffit. Pour le moment, ça suffit. Pour le moment, c'est déjà pas mal. Pour le 47 ans. Pour le moment, ça suffit. Ouais. C'est très bien. Après, forcément, j'ai monté d'autres formations tout le temps. J'ai eu un groupe vocal, j'ai eu un quintet de jazz. Après, on est monté en 7 têtes de jazz. Où là, j'ai appris aussi tout ce qui était les contours de la musique, c'est-à-dire vendre la musique, aller côtoyer des personnes qui étaient là pour acheter, discuter avec eux, voir comment ça fonctionne. Je me suis aperçu que tout me plaisait finalement. Donc là, on parle presque d'un côté commercial. Là, on parle complètement du côté commercial. Et là, tu te rends compte que tu te sens à l'aise avec ça. Je me sens à l'aise avec tout ça, ouais. J'ai eu différents groupes qui ont marché de manière au départ régionale. Après, ça s'est un petit peu élargi. Après, on a monté un spectacle aussi qui était intéressant parce que là, c'était une autre réflexion que de simplement les jouer. Donc, une notion de mise en scène. Une notion plus ou moins de mise en scène à l'interne qui pour moi était intéressante. Que t'as géré aussi? J'ai toujours géré seul parce que je pense que c'est pas que j'ai pas trouvé les bonnes personnes, c'est que les bonnes personnes ne sont pas venues à moi, je les connaissais pas. Donc après, on s'en est sorti, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, j'ai appris aussi les ressources humaines que j'aime moins pour le coup, mais j'ai appris aussi que ça faisait partie du vrai métier, quoi. Et j'ai appris aussi qu'il y avait un temps pour chaque spectacle. À un moment donné, on a fait le tour. Il est temps de s'arrêter, de passer peut-être à autre chose, en réfléchir. Qu'est-ce qui va te faire dire à un moment donné, tiens, je sens que là, c'est la fin, il est temps que ça s'arrête. Qu'est-ce qui va te faire? Plus rien. Parce que t'apprends plus rien. Ouais. Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Donc ce que j'entends derrière, c'est moi, apprendre, c'est quelque chose qui est essentiel. Ouais, c'est apprendre et puis profiter aussi à partir du moment où je me fais plus plaisir. Je disais un passion métier, mais à partir du moment où je me fais plus plaisir dans un projet, souvent j'en sors. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est plus ou moins tous à la même longueur d'onde à ce moment-là. En fait, je suis pas le seul à être. Il y a une espèce de fluidité et d'harmonie dans le fait que ça se tout doucement, ça. Okay. Ouais. Et en général, tu fonctionnes comment? Il y a déjà le projet suivant qui est présent ou c'est ok, ça s'arrête.
On verra. Ah, tiens, il y a un nouveau truc Non, qui... j'ai déjà le projet suivant qui est un peu en tête, ouais. Qui est toujours un peu Il y a là. un truc qui gratouille un peu. Mais par moment, il y a des projets qui s'ouvrent seuls, en fait. Là, si je continue dans les dates, j'ai eu plusieurs groupes et à un moment donné, j'ai eu un contact au téléphone qui m'a demandé Arnold, on m'a dit que tu jouais avec des DJ. J'ai jamais fait. Et j'ai dit oui, je fais. Attends, alors, attention. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, sur le coup, je me dis, il me demandera peut-être 3 semaines, 1 mois avant la date. J'aurai le temps de me former, de me renseigner, etc., etc. Sauf que la date, elle est 2 jours après. Donc, en gros, il y a un peu le piment de l'aventure aussi, moi, je sens là-dedans. Tu vois, c'est de dire, c'est nouveau, je connais pas, ça fait peur un peu, on y va. Et il me donne l'horaire. Bon, bref, l'horaire, c'était un dimanche à 1h. Je pensais que c'était 1h d'après-midi, c'était 1h du matin. Au départ, quand j'ai monté mon matériel, je me dis, bon, il n'y a personne. Et finalement, il était minuit et demi, 1h30 du matin, il y avait 1500 personnes dans le club. Ah oui, donc déjà, beau club. Hein, c'était le club le plus en vogue à ce moment-là. Donc après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Comme je dis tout le temps, j'ai sauvé les meubles. Donc ça veut dire que c'était pas forcément très bien pour une première. Par contre, lorsque j'ai fini cette soirée, je suis rentré, je me suis dit, ouah, le boulevard. Je me dis là, il y a une vraie, moi, j'aimais bien la musique électronique. Je sortais pour en écouter et je me dis en plus si je pouvais jouer dessus. Donc on a monté, j'ai proposé de monter un projet avec t'as encore été à l'initiative. Sax Percu. Ouais. On a travaillé pendant 3-4 mois et là je me suis dit bon ok, le projet est monté, on va le vendre. Donc j'avais appris un petit peu ce qu'il y avait à côté et à partir de là on a écumé tout ce qu'il y avait écumé en Belgique. Mais on jouait vraiment partout. Oui, parce que alors, pour ceux qui ne savent pas, en Belgique, il y a une vraie culture de la musique électronique. Ouais. Il y a énormément de clubs où ça passe de la musique électro, où on va du hardcore, en passant par la house, la trance, tout ce que tu veux. Je venais de finir une formation, je suis rentré dans une autre formation, un duo, où on jouait avec les DJ qui nous appelaient. Je trouvais ça super intéressant. Par contre, finalement, j'avais rien d'autre à faire que de jouer du saxophone. C'est-à-dire que j'étais ce qu'on appelle, il y a les gogo danseurs, moi j'étais un saxo danseur et c'est tout. Et ce duo qui était simplement joué avec des DJ est devenu un autre concept qui s'appelait New DJ. Et l'idée c'est qu'on faisait toute la musique en direct. On n'avait strictement aucun son qui était enregistré. On enregistrait tout en live et on faisait 1h30 de spectacle avec ça. Et avec des systèmes de boucle dans le temps où il n'y avait si on ratait la prise, on ratait la prise pendant 4 minutes. C'est ça. Et donc ce qui fait qu'on a appris aussi toutes les bases de la boucle. Et après on est rentré dans un autre domaine qui était de jouer plusieurs instruments. Moi je m'occupais des claviers, flûte, traversière, saxophone. Ah, tu t'es rajouté d'autres? Ouais, je jouais de la basse et tout ça, c'était super intéressant. Là pour le coup c'était super intéressant. Et après je jouais avec un percussionniste qui lui s'occupait de toutes les percus. J'ai appris à moduler les câbles, c'était magique. Tu t'es rendu compte, tu me dis, moi, jouer devant du monde, ça va. Est-ce que tu as remarqué, par exemple, dans ta façon de fonctionner, c'est plus il y a de monde, plus j'ai de plaisir ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est pas plus il y a de monde, plus je crée du réseau. Donc, avec déjà cette idée de le coup d'après, c'est ça que j'entends. Ah oui, c'est ça, de pouvoir évoluer, de pouvoir continuer à monter. En plus, on était dans un âge où on était jeunes, prêts à tout, en fait. Donc, à conquérir le monde. On organisait aussi nos propres soirées. D'accord. Et, voilà. Et après, la suite des choses sur cette organisation de soirée-là, c'est qu'après, moi, j'ai eu le producteur Klingon qui est venu plusieurs fois à nos soirées, qui m'a vu jouer. Et il crée une musique. Alors, comme tout à l'heure, je le disais aussi, avec New DJ, comme ça s'appelait, on était pareil, on était sur une phase de fin où on avait besoin d'une pause. Et au fait, au moment où j'ai eu la pause, j'ai reçu un message de Klingon qui me dit bah tiens, j'ai créé cette track-là, est-ce que ça t'intéresserait de... Alors, ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que tu prends le temps de conscientiser une fois de plus, tiens, ça a l'air d'être la fin, et tu prends le temps de l'exprimer, ça aussi, c'est-à-dire que tu en discutes, c'est pas juste... mais je joue pas seul, moi je joue pas seul en fait, je joue pas avec des gens lambda autour de moi, jamais. Okay. J'ai besoin dans mon travail de me retrouver avec des gens avec qui je me sens bien, autrement c'est pas possible. Et alors, arrive donc effectivement Klingon, ce producteur, il te dit quoi? Au départ, ça s'échange simplement par mail, par Messenger Facebook, où voilà, on s'envoie, mais finalement on se rappelle pas, l'un comme l'autre on se rappelle pas, et à un moment donné c'est le manager qui rappelle, il dit bon les gars, il faut absolument que vous vous rencontriez, il se passe quelque chose, on se rencontre, on discute un petit peu de ce qui pourrait éventuellement se passer. On fait une première soirée qui se passe bien, ensuite on fait une deuxième, une troisième soirée, et au bout de la troisième soirée, ils étaient 2 au départ, ils me proposent de me dire bah, écoute, si ça t'intéresse, au mois de septembre, tu peux tourner avec nous tout le temps. Je suis partant, j'en parle forcément à la maison. À un moment donné, dans la systémique du perso, ça peut venir bousculer les choses quand même, cette histoire. Ah mais c'est venu bousculer les choses de toute façon, mais c'est pareil, je le sentais après les soirées. Lorsqu'on a fait la première soirée, je savais qu'il se passait quelque chose autour de ça. J'avais déjà fait beaucoup de soirées, mais de là on arrivait à ce genre de retour public, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire quand tu dis retour public, t'es fou. C'est fou, ça veut dire quoi? J'entends plus mon saxophone quand je joue. À ce point-là? Ouais. Il y a 10 ans, c'est quoi? C'est ça
crie, ça criait partout, ça pleurait devant et tout ça. Ouais, c'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Ouais. Et là, tu te dis, je suis en train de faire du bien aussi à ces gens. Ça, c'est un truc qui a de l'importance, qui a du poids ou pas pour toi? Ça a du poids, et en plus, je l'ai choisi. C'est-à-dire que moi, je fais de la musique plaisante à écouter. C'est de la musique pour sourire. Donc après, on a discuté à la maison, j'ai prévenu, j'ai dit voilà, il est en train de se passer quelque chose, je le sens. On voit au moins pour 2 ans. Bah, ma femme m'a dit écoute, de toute façon, tu as toujours rêvé, fonce. Et ça fait 10 ans que ça dure. Elle a conscience, quand tu lui expliques tout ça, de ce que ça va engendrer comme changement. On n'en a pas conscience tout de suite parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fulgurant sur le nombre de tournées. Donc ça, on l'a vu. Et aussi international parce que c'est international pour le tourner, mais quand c'est loin, ça prend du temps aussi. Ouais, c'est ça. Puis on est parti, on a vraiment beaucoup. Après, après c'est comme tout, on s'adapte. T'as 1 ou 2 moments très forts, très marquants où tu te dis, je suis à ma place. Clairement, c'est chouette, machin. Lorsqu'on vit ce genre de choses. Je pense que tout le monde rêverait une fois dans sa vie de vivre ce genre de moment. Ouais. Vraiment, ouais. Alors pas forcément les plus grosses scènes. Hein, mais non, mais 1 ou 2 justement qui t'ont marqué. Et pourquoi ils t'ont marqué? Moi, pour le coup, c'était par exemple, on a fait une fois, ça s'appelait le El Rey Theater, c'était à Los Angeles, c'était ce qu'on appelle une venue, donc une salle de concert. Et le rideau était fermé, on devait jouer et je sentais derrière et que les gens n'attendaient qu'une seule chose, et quand le rideau s'est ouvert, c'est waouh, ouais, mais vraiment. Vraiment. Et ça, tu te dis, à mon avis, tout le monde rêverait de vivre ça au moins une fois dans sa vie, c'est ça? Connaître ce retour de public, je pense que tout le monde rêverait au moins d'être là et de dire vraiment c'est pour l'expérience. Sentir cette chose-là en fait. Après voyager, moi j'ai toujours voulu voyager, jouer de mon instrument partout. Finalement, je suis revenu, j'ai réalisé mon rêve d'enfant qui était de faire des grosses scènes et voilà. Un autre exemple un peu plus on va dire c'est plus logistique, mais c'est incroyable à vivre. On a fait un nouvel an une fois, on a joué sur Miami, on a fait première date sur Miami, on a terminé la date, un camion qui nous prend, timing, qui nous monte, on prend un avion, l'avion nous dépose sur un petit aérodrome à côté de New York, on prend un hélicoptère, on voyage là et on a une voiture qui nous attend avec la porte ouverte, on met le matériel, on s'en va et on devait jouer à 4h, on est arrivé à 3h55 devant le lieu. Et quand ça nous arrive, c'est waouh. Ouais. Je te dis, à un moment donné, il y a tout un truc qui s'est mis en place y a du monde pour que je sois à tel endroit, à telle heure. C'est ça. Et c'est quoi les sentiments? Il y a de la fierté, j'imagine quand même. Il y a quoi d'autre comme sentiment dans ça? Ouais, de la fierté. Je sais pas si c'est de la fierté, c'est plus être impressionné. Je reste impressionné par plein de choses en fait. Après, il y a des choses qui changent. Par exemple, moi, il y a beaucoup de personnes qui vont voir un petit peu ce que je peux faire en dehors et dire waouh, quelle chance tu as. Et moi, j'ai eu aussi pendant les 10 années, il faut savoir que moi, par exemple, quand je voyais des repas de famille ou des repas entre amis, moi, je regardais aussi ces choses-là en fait. Mais de mon regard à moi, de me dire ouais, ils ont de la chance aussi. Parce que quand on part, il faut savoir finalement, ça reste la vie tour est une vie folle, mais ça reste une vie très solitaire. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Ah, donc là, c'est intéressant, parce que c'est-à-dire que tu prends conscience que tu viens nourrir certains besoins chez toi et tu dis, ah, c'est génial, machin. Ah ouais. Et tu prends conscience, tu dis, ah ouais, par contre, je suis en train de faire un trait, ou en tout cas, pour l'instant, je mets un peu entre parenthèses des moments de famille, des moments comment dire, de sociabilité aussi, parce que finalement, ma vie sociale, à un moment donné, elle se ralentit à tourner. Parce que tu ne la nourris plus régulièrement. Voilà, parce que je ne peux plus la nourrir régulièrement, parce que je ne suis plus là. Et alors, suite à ça, il y a une prise de conscience, tu fais quoi? Tu réajustes, tu dis tant pis, c'est comment? Ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai aussi monté d'autres projets à côté, en plus de Klingon, en plus de mes cours, parce que je suis prof aussi à côté, j'ai gardé ça, c'est de monter d'autres projets. J'ai remonté un projet trio, où je sais pertinemment qu'en montant ce projet, je vais me faire plaisir à jouer avec des gens avec qui j'ai envie de jouer, mais que je ne pourrais pas trop développer je ne peux de toute façon pas développer parce que j'ai tellement de travail à côté. Et après, j'ai monté un autre projet aussi qui s'appelle Arnold Paul & Friends, qui est là, l'idée, c'est de faire partager pour le coup, à 100 saxophonistes, faire partager une partie de ma vie en tour, c'est-à-dire ils passent une après-midi avec moi et ensuite on se retrouve à faire un concert le soir, on joue ensemble et ils se retrouvent sur scène avec moi et ils profitent un petit peu de ce que moi je peux vivre le week-end. Là pour le coup, ce qui moi me plaît beaucoup, c'est que j'ai réussi à tout réunir en un seul, c'est-à-dire ma vie d'artiste, ma vie de prof, travailler avec des gens que j'aime bien. D'ailleurs, il y a votre Fabio, caméraman qui est juste là, Fabio, qui pourrait vous dire parce qu'il travaille avec moi assez régulièrement. Voilà. Ouais.
Donc il pourrait vous en parler, peut-être il pourrait vous dire aussi comment je suis lorsque je suis dans l'organisation, parce que je suis quand même à la base de l'organisation de tout ça. Et alors là, cette casquette d'organisateur, et là, parce qu'à nouveau, on parle de communication, comment tu gères, t'es à l'aise avec ce… Parce que alors là, la première… tu dois manager un sacré groupe là pour le coup. Ouais, et la première fois, je pense que j'ai été vraiment en panique, et même l'histoire était quand j'étais dans le camion pour partir, je me suis dit, qu'est-ce que tu t'embêtes. Et voilà, j'y vais, je fais, et le soir en rentrant, en ayant vu ces saxophonistes profiter de ce moment, et ayant partagé ce moment avec tout le monde, parce qu'on a fini dans un Airbnb, ce qui était très sympa, Fabio. On a fini dans un Airbnb, là, le public était à bloc. Et ben, au retour, je me suis dit, bah voilà pourquoi tu le fais. Voilà, pour juste ces choses-là, en fait, ça rapporte pas de sous, hein, on va être honnête. Hein, ouais, mais c'est important d'en parler aussi. Mais là, ça n'a pas été ton moteur du tout à cet endroit-là. C'est pas du tout mon intérêt. De toute façon, moi, de toute façon, ça, c'est les choses qui viennent toujours plus tard, en fait, si ça rapporte ou pas. C'est pas mon. Ah tiens, c'est intéressant ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que ça vient toujours plus tard. Avant, ça viendra après. Moi, la première chose qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais me faire plaisir ou pas. Est-ce que tu vas kiffer ou pas. Voilà. Intéressant ça aussi, effectivement, que si globalement on fait ce qu'on sent, et qu'on est aligné, qu'il y a du kiff, si on n'a pas trop de freins, l'argent, il se met en place. Après. Ouais, ou après j'ai pas besoin de beaucoup de sous non plus, donc. C'est vrai. Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup. C'est pareil dans ton fonctionnement, tu t'es rendu compte que pour être heureux, c'est pas un des gros moteurs, quoi. Non, c'est pas un des gros moteurs. Non. En tout cas, c'est pas le mien. Puis je suis prof, hein, donc j'ai une protection aussi qui est pas négligeable, quoi. Tout en sachant que, comme tu l'as dit précédemment, ça n'est plus du tout alimentaire maintenant. Le côté prof, c'est quand même clairement le plaisir de la transmission. T'as un vrai plaisir de transmission. J'aime beaucoup ça. Ce que j'entends. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et je dis, souvent on verra des profs qui disent ouais, moi jouer j'ai pas le temps, ou inversement, ouais, moi enseigner j'aime pas. Et moi je trouve que l'équilibre est intéressant. Ah ouais. Bah, surtout que quand on enseigne, c'est là aussi où des fois on réapprend sur soi, le fait de devoir transmettre des choses. Ouais, c'est ça. Puis on revient sur une vraie vie de terre à terre en fait. Enfin, la vie de week-end en tour, c'est une super vie, mais c'est pas la vraie vie. Pour mieux se connaître, pour mieux communiquer dans son quotidien, en lien avec ce que tu as vécu. Ce serait quoi que tu partagerais aujourd'hui si tu devais parler à un jeune justement, peut-être te dire tiens toi tu lui dirais quoi, tu lui proposerais quoi comme conseil? J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Elle n'était pas forcément très clairement exprimée et j'apprécie ton honnêteté. En gros, si tu avais un conseil à partager pour bien se connaître, pour mieux se connaître, pour savoir comment on fonctionne. De tester les choses. Tester les choses. Il faut tester pour voir. Après, par moment, c'est de savoir justement comment on se sent bien. Je fais attention aussi beaucoup à mon entourage pour me sentir bien. Tu veux dire de t'entourer des bonnes personnes? Ouais, et puis même en m'entourant, je pense que je fais attention aux gens qui sont autour de moi en fait. Ah, tu prends soin d'eux d'une certaine façon. Ouais, voilà, où j'aime bien pouvoir échanger, pouvoir savoir un peu, voilà, tout au moins dans le travail. Après, je dirais de toute façon, il faut tomber, il faut essayer, il faut rater, il faut tout faire pour. Il faut tomber, se relever, c'est ça, c'est tester, mesurer. Pas toujours tout réussir parce que il faut vraiment le faire en fait. Faire des choses difficiles, se dire que ce sera impossible et finalement on y arrive. C'est comme tout. Moi, j'en reste encore apparemment à avoir peur de faire des choses et une fois que je suis dedans, une fois que je m'y colle, je vois tout le truc. Je dis ok, il faut là. Donc même s'il y a de la peur, faire quand même un pas, deux pas, trois pas, il y en aura toujours. S'il n'y a pas de peur, c'est de la conscience pour moi. C'est de l'inconscience. L'inconscience, ouais. Ou alors c'est que c'est un truc très confortable et que c'est pas forcément. Oui, c'est dans ces zones. C'est pas un gros projet, quoi. Ces zones de confort. Même pas un gros projet. Moi, il y a des petites choses que je dois faire par moment qui vont me stresser. Je sais que ça fait partie de ma manière à moi d'être. Et le stress va m'aider le stress, tout au moins, me dire ok, il faut y arriver. Arriver à le faire dans un temps donné. Et puis peut-être pour terminer, j'allais dire ton actu. Parmi tous tes projets, je sais qu'il y en a plein, mais peut-être Alors l'actu, bon, il y a toujours un Apple and Friends qui est là, mais faut encore que je cale et que je trouve du temps pour pouvoir les caler. Après, trouver du temps, le challenge, trouver du temps. Mais ça reste, c'est le challenge pour tout faire. Après, je dirais une actu que je voudrais aussi bien défendre, c'est qu'il y a eu le confinement. On est tous tombés dedans. Et moi, pendant le confinement, j'ai ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai eu des études qui m'ont amené à faire du saxophone d'une telle manière. Je m'aperçois à l'heure actuelle, et je me suis aperçu depuis longtemps, qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient apprendre à faire de la musique, mais peut-être pas avec les normes existantes, c'est-à-dire pouvoir s'approcher d'un conservatoire, d'une école de musique. Et j'ai monté une école de musique en ligne. Ah ouais, aussi, carrément. Qui s'appelle Easy Music School. Easy Music School. On mettra les liens, voilà, évidemment. Le lien. Et l'idée, c'est venu je l'avais déjà en tête depuis longtemps, mais elle s'est affirmée pendant le confinement. C'est un peu, pendant le confinement, on a vu toutes les profs de sport sur YouTube et tout. Et ben, en fait, là, c'est la même
chose, vous allez apprendre à faire du saxophone, à lire la musique, tout en voyageant avec moi. Et tout ça sous forme de vidéo sur 52 trainings. En fait, sur un an, normalement, on arrive à faire le tour du saxophone, on arrive à avoir la compréhension de la musique, ce qui fait qu'au bout d'un an, on se dit, ah ben, si je veux rentrer en école de musique ou en conservatoire, on peut y aller. C'est-à-dire que j'ai un cours tous les semaines avec toi en vidéo et au bout d'un an, j'ai un vrai bagage. Au bout d'un an, et qui a été testé parce que j'ai eu le temps de la tester avec mes propres élèves, que j'ai eu le temps de tester avec d'autres élèves et ça fonctionne. Donc j'en suis ravi. Voilà un peu mon actu. Ça peut faire rêver quelques personnes effectivement qui se disaient oh là là mais un instrument et notamment le saxophone. Moi je sais que je fais partie des gens qui sont très très admiratifs de cet instrument. Qu'il est beau, je trouve qu'il est magnifique. Ah ouais, c'est beau cet instrument. Et ceux qui hésitaient encore de se dire ah mais et ben, il y a des moyens comme ça et à mon avis ça doit être fun et en plus pédagogique donc c'est chouette. Un grand merci. C'est bon, merci pour beaucoup. Ce moment. C'était très très chouette. Merci. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis pareillement, plein de bonnes choses. À bientôt peut-être pour la com en couleur que je viendrai voir très très bientôt. T'as raison, j'ai oublié de faire ma com. On a parlé de lui. Allez oui, effectivement, on se retrouve d'ici peu. Tu viendras me voir à Paris, t'as dit que tu serais peut-être à Paris à l'Européen avec le spectacle donc com en couleur. L'idée, on parle de communication, d'un outil de communication de façon humoristique, c'est-à-dire on se marre et on apprend des choses sur son fonctionnement, sur le fonctionnement des autres et comment mieux communiquer. Toutes les infos bien sûr sur comencouleur.com. Je vous dis à très très bientôt avec un autre invité. Ciao.